Je m'appelle Constance Desté, je fais partie de l'association Connivence qui organise ce forum chaque année et je suis très contente de vous présenter ce petit cycle de conférences sur le thème de la méditation. Le but de ce forum, c'est de vous présenter l'intérêt un peu de notre démarche scientifique et d'en rendre les résultats accessibles. Et je pense que la méditation, c'est un sujet pour lequel c'est particulièrement pertinent parce que c'est un sujet sur lequel on peut lire un peu tout et son contraire dans les médias, dans les journaux, dans les magazines et autour de nous. Justement, on a à peu près tous entendu parler, on a tous été conseillés à un moment d'essayer la méditation et où on l'a peut-être même déjà essayé. Donc on est assez facilement confronté à des questions comme comment ça marche ? Est-ce que c'est utile ? Et quel intérêt pour moi d'essayer ? Qu'est-ce que ça peut m'apporter, en fait ? Et je pense que les sciences cognitives sont bien placées pour répondre à ces questions parce qu'ils permettent d'intégrer la dimension du ressenti individuel dans une démarche, dans une approche rigoureuse. On va se poser la question de comment les gens se sentent avant, après, pendant la méditation, mais aussi prendre des mesures un peu plus objectives, des capacités cognitives comme l'attention ou la capacité à gérer ses émotions. On va aussi passer d'informations de une ou deux personnes qui nous en parlent à des conclusions qui sont tirées de centaines, voire parfois de milliers d'expériences de méditation, tout en prenant en compte leur contexte et le type de méditation que ces personnes ont utilisé. Donc, pour vous présenter cette approche scientifique à la méditation, nous allons d'abord écouter Arnaud Poublan-Couzardeau, qui a soutenu une thèse sur la méditation et qui travaille désormais en tant que chercheur post-doctorant au Centre de recherche en neurosciences de Lyon. Il est venu exprès aujourd'hui pour nous faire cette présentation et cette présentation portera sur les bienfaits de la méditation à travers une exploration scientifique entre cerveau, corps et esprit. Ensuite, nous entendrons la chercheuse Gabriela Rezende, qui a elle aussi soutenu une thèse sur la méditation à Sorbonne Université et qui vient nous parler de l'entraînement cognitif via la méditation en pleine conscience chez l'enfant et l'adolescent, à travers des aspects à la fois physiologiques et cognitifs. Enfin, pour un peu concrétiser les sujets ou les phénomènes dont vous aurez entendu parler, il y aura 20 à 30 minutes de méditation guidée par Éric Salin, Éric Salin étant un instructeur de méditation dans l'association Mindfulness Solidaire et vous l'avez peut-être déjà entendu dans l'application Petit Bambou. Donc on va désormais accueillir et écouter Arnaud Poublan-Couzardeau. Bonjour à tous, merci beaucoup Constance pour l'introduction et surtout pour m'avoir invité à ce forum. C'est particulier pour moi parce que c'est un forum que j'avais organisé il y a 5 ans de cela, avant ma thèse, juste avant ma thèse. Et du coup voilà, c'est très particulier de revenir ici et de pouvoir présenter une partie des travaux que j'ai réalisés pendant ce temps et tout ce que j'ai appris aussi en tant que doctorant sur le sujet. Donc comme Constance l'a dit, voilà, on va essayer de parler un peu des bienfaits de la méditation de manière très générale. Et voilà, toutes les études scientifiques qu'il y a eu dessus, et je vais faire quelque chose d'assez généraliste pour que ce soit assez compréhensible et que vous donne une belle aperçu de tout le champ de recherche qui commence à être assez riche maintenant. Okay. Donc vous avez sans doute entendu déjà parler de méditation, que ce soit par exemple dans les grands médias, donc dans les journaux, il y a eu beaucoup d'articles, par exemple sur Mathieu Ricard ici, sur les bienfaits de la méditation pour la dépression, la méditation comme parfait allié anti-stress, etc. Alors c'est assez marrant, comme le disait Constance, parfois il y a un peu des incompréhensions sur la méditation. Et par exemple, là, dans comment c'est représenté, c'est assez drôle de voir, par exemple, qu'on a cette image de cette femme qui médite sur son bureau, en fait. Elle est vraiment, ça se voit que là, elle est assise sur son bureau. Et ça paraît déjà bizarre, qui méditerait vraiment sur son bureau ? Pareil, là, on a une image qui montre en fait un groupe qui est sûrement en train de faire plutôt du yoga, vu qu'il y a les tapis et tout, et on est en plein Times Square. Pareil, peut-être pas le meilleur endroit pour méditer. Donc je trouve ça assez marrant comment les médias parlent de la méditation, leurs bienfaits, mais illustrent souvent pas de la meilleure manière, de manière un peu voilà, qui fait vendre en fait. Donc c'est ça que je vais essayer de vous présenter un peu aussi, ce décalage. Donc par exemple, vous avez sans doute aussi vu toutes ces applications maintenant comme ça, qu'on a sur smartphone. Donc voilà, j'ai juste tapé méditation sur Play Store et vous voyez qu'il y en a beaucoup d'applications différentes.
choisissez celle que vous préférez, je n'ai pas de conseils sur ça. Et en fait, on a beaucoup aussi de livres qui parlent de méditation et qui vont nous conseiller, par exemple, de manger en pleine conscience, de cultiver son jardin en pleine conscience, d'apprendre à dessiner en pleine conscience. Et le dernier qui est pas mal, quand même, je trouve, de faire l'amour en pleine conscience. Et donc, j'ai beaucoup aimé cette en-tête de Madame Figaro qui disait est-ce qu'il n'y a pas un trop-plein de pleine conscience qui nous guette? Et effectivement, on a parlé sans cesse de pleine conscience comme ça, à un peu tout et n'importe quoi. Je trouve qu'il y a certains qui peuvent être très très valables en fait comme façon d'en parler, et ça peut s'appliquer effectivement à beaucoup de domaines. Mais je pense que c'est quand même intéressant de le remettre dans son contexte, voilà, d'où ça vient et qu'est-ce qu'on sait vraiment dessus, quoi. Qu'est-ce que la science nous dit sur la méditation. Donc c'est un peu ce que je vais faire tout de suite en vous essayant de recontextualiser un peu ces pratiques. Comme vous savez peut-être, elles viennent en premier lieu d'Inde. Donc elles ont émergé il y a au moins 2500 ans, mais peut-être même avant. Donc un des premiers sortes de symboles qu'on a de pratiques méditatives, c'est ce seau d'argile de cette civilisation dans la vallée de l'Indus, où on voit donc une sorte de divinité qui est assise comme ça dans cette position typique du lotus, la position de méditation. Donc de dire qu'il était en train de... On représentait déjà des gens qui méditaient, c'est assez loin, mais il y a déjà au moins cette posture qui était déjà présente à cette époque-là. Alors sans doute vous avez entendu parler un peu après, donc après 500 ans avant Jésus-Christ, il y a eu Siddhartha Gautama qui était le Bouddha historique, qui a vraiment existé et qui donc a développé ses pratiques et surtout une technique d'enseignement qui a pu être facilement enseignée d'abord en Inde, beaucoup, et comment le voir ensuite. Ces pratiques sont émergées un peu partout en Asie, donc vous avez ici le foyer qui est en Inde du Nord, où ça a débuté. Et vous voyez, après, il y a eu plusieurs vagues en fait, de colonisation, en quelque sorte, de ces pratiques. Donc vous voyez l'Asie du Sud-Est, après on a eu plutôt donc, le Mahayana, qui est le bouddhisme zen, qu'on connaît comme le zen d'habitude, qui a d'abord été en Chine, et ensuite en Corée et au Japon. Maintenant on connaît la forme japonaise surtout, du bouddhisme zen. Et enfin une troisième vague un peu plus tardive, qui est ici donc, les flèches bleues que vous voyez, ce qu'on appelle le bouddhisme Vajrayana ou tantrique, qui est le bouddhisme tibétain. Donc souvent, on connaît pas mal maintenant, donc des gens comme le Dalai Lama, par exemple, qui sont un des plus hauts représentants, et donc voilà, qui a essaimé beaucoup au Tibet, en Chine et en Mongolie. Donc ça, c'était, vous voyez, entre 500 avant Jésus-Christ et jusqu'aux années 1000 à peu près de notre ère. Mais en fait, ce qu'on sait peu, c'est qu'il y a aussi eu des lignées plutôt européennes de pratiques contemplatives. Notamment donc Pyrrhon d'Hélice, qui est un philosophe grec qui a fondé la philosophie sceptique. Dans ses écrits, on retrouve en fait des choses qui s'apparentent à ce type de pratique de méditation. Et en fait, on sait qu'il a fait le voyage avec Alexandre le Grand pendant la conquête d'Alexandre jusqu'en Inde. Et il a sûrement rencontré des grands sages indiens qui faisaient du yoga, par exemple, des pratiques yogiques ou méditatives. D'autres qui ont aussi amené des pratiques méditatives, ce sont des spirituels chrétiens. Donc, par exemple, Ignatius de Loyola et Thérèse d'Avila, qui ont vraiment théorisé ces pratiques, qui se faisaient aussi donc, au milieu des prières et d'autres pratiques spirituelles des moines. Il y avait aussi ces pratiques spirituelles. Et alors maintenant, peut-être que vous avez déjà entendu parler, on a eu beaucoup de maîtres de méditation asiatiques qui sont venus souvent en Occident. Alors souvent ça a été à cause des guerres ou suite à la colonisation ou d'autres choses, et qui ont donc amené leur savoir en Occident et qui l'ont aussi diffusé d'une très bonne manière, donc soit par des livres, des conférences. Donc peut-être vous avez déjà entendu parler de Shuryu Suzuki qui a écrit beaucoup sur le zen, Thich Nhat Hanh qui a vécu longtemps en France, en Dordogne, au village des Pruniers, qui a beaucoup aussi amené à l'essor de la pleine conscience, et donc bien sûr le Dalai Lama qui aussi a fait beaucoup parler de lui et de la pratique tibétaine. Bon, vraiment, aujourd'hui, c'est dans ces dernières années, vous avez entendu aussi parler de Matthieu Ricard, qui est un docteur en génétique de base, et qui ensuite est devenu moine bouddhiste, qui était aussi traducteur du Dalai Lama en français, et qui a permis à la fois donc, de faire connaître ces pratiques par des livres, des conférences, de les vulgariser. Et il a aussi permis des premières collaborations avec les scientifiques. C'est un des premiers moines, donc grands pratiquants de méditation, qui est venu en laboratoire pour qu'on fasse justement des expériences, pour qu'on en sache un peu plus sur qu'est-ce qui se passait dans le cerveau de ces pratiquants quand ils méditaient. Donc on note, c'est Christophe André, qui est un psychiatre,
et qui, pareil, a beaucoup écrit sur la pleine conscience, qui est lui-même instructeur de pleine conscience. Du coup, je n'ai pas encore répondu à cette question, qu'est-ce que vraiment la méditation? C'est ce que je vais essayer de vous présenter. Comme vous l'avez vu, il me semble qu'on peut parler de méditation dans beaucoup de contextes différents. Alors, je vais essayer de recadrer ça de manière scientifique. Donc moi, j'ai pris cette définition, qui est scientifique en même temps qui n'est pas trop complexe, de la méditation comme un ensemble de pratiques mentales destinées à cultiver un bien-être durable par la transformation de soi. Donc je rappelle que c'est quand même une pratique qui est mentale, de base, mais le but, c'est vraiment de développer ce bien-être. Et donc, on se transforme, transformation de soi, on se transforme par plusieurs aspects. Donc d'abord, on va entraîner sa capacité à contrôler son attention. On va aussi se familiariser avec son expérience, donc subjective, donc mentale, qu'est-ce qui se passe dans la tête, mais aussi corporelle, qu'est-ce qui se passe dans le corps quand je médite. Et enfin, la régulation des émotions. Apprendre à gérer ses émotions et pas forcément se laisser emporter par elles. On reviendra un peu sur ça ensuite. Et donc ici, c'est bien important de distinguer la finalité de la pratique méditative, qui est vraiment de développer ce bien-être durable, et les moyens, qui sont, voilà, ce que j'ai listé là. Et parfois, on a un peu tendance à l'oublier. Et donc, parfois, la méditation est vendue comme c'est un super entraînement pour l'attention, vous allez devenir super concentré, vous allez être super fort à votre travail, dans vos études, etc. Il y a un peu l'exemple aussi, par exemple, de Google, d'autres grosses entreprises qui vendent la méditation à leurs employés comme un moyen de réduire leur stress et qu'ils soient plus performants au travail. Et pareil, en fait, ça, en soi, ça peut être bien, c'est bien de diminuer son stress, mais il faut bien, je pense, garder en tête que c'est juste un moyen. Et le vrai but qu'on cherche en méditation, c'est d'atteindre vraiment un vrai bien-être qui dure, qui n'est pas juste sur l'instant. J'ai bien aimé cette citation de Thich Nhat Hanh qui nous rappelle que la pleine conscience, ce n'est pas un instrument, ce n'est pas un outil, c'est vraiment un chemin, quelque chose de long, qu'il faut marcher sur ce chemin pour vraiment atteindre ce bien-être. Donc dans les pratiques méditatives, on peut distinguer, il y a beaucoup de pratiques en fait, et la question scientifique maintenant qui est pas mal utilisée, c'est une distinction en 3 familles. Donc la première, souvent qu'on connaît le plus, c'est la famille attentionnelle, donc effectivement qui met en jeu l'attention. Donc on a des pratiques comme l'attention focalisée, quand on va pointer notre attention sur un objet en particulier, par exemple la respiration, les sensations du corps. On a un peu différemment la conscience ouverte, au contraire cette fois l'attention va être très diffusée, à beaucoup de stimulation qui peut être extérieure, qui peut être interne aussi. Et ces 2 pratiques ont donné ce qu'on appelait donc les thérapies basées sur la pleine conscience, qui est une traduction française, mais on reparlera après d'où ça vient, ces thérapies, et qui sont beaucoup utilisées donc, pour des pathologies comme la dépression, l'anxiété, etc. Une autre grande famille, c'est ce qu'on va appeler la famille constructive, parce qu'on va justement chercher à construire un état mental, qui est souvent un état mental positif. On va construire des bonnes choses. Donc, par exemple, par une pratique de compassion, on va souhaiter du bien à d'autres personnes, à d'autres êtres vivants. Pareil pour la bienveillance, aussi une façon de souhaiter du bien, de vouloir le bien. Mais on peut aussi ranger des prières dans ce type de pratique. Quand on fait une prière, souvent, on va vouloir souhaiter quelque chose de bien, de positif, que ce soit pour soi-même ou pour d'autres personnes aussi. Et une dernière famille, ça va être la famille déconstructive, où là, au contraire, on va essayer de déconstruire l'expérience, déconstruire nos schémas mentaux. Qu'est-ce qui se passe quand j'ai une émotion, qu'est-ce qui se passe quand je suis en colère. Essayer de déconstruire ça pour voir un peu qu'est-ce qui se cache derrière. Donc c'est une méditation qu'on appelle analytique, ce qu'on va analyser, l'expérience. Il y a ce qu'on appelle les insights, qui sont des sortes de compréhension intuitive qui arrivent en méditation. Les koan zen, qui sont des énigmes un peu insolubles. Donc la dernière fois, on avait demandé justement un exemple de koan. C'est par exemple, qu'est-ce que devient le blanc de la neige quand elle fond au printemps? Et quand on commence à réfléchir à cette question, il n'y a pas vraiment de réponse, c'est juste une énigme qui nous amène en fait à réfléchir et à voir en fait le processus de l'esprit, qui va essayer de trouver une réponse et tout ce que ça amène comme résultat. Et enfin, une dernière pratique qui est plutôt très avancée pour le coup, ce sont les états non duels, où les pratiquants vont essayer de dissoudre la dualité, cette séparation qu'on a entre nous en tant que sujet et le monde extérieur, les objets qui le composent. Et c'est justement de voir que cette distinction, elle est peut-être pas forcément si réelle, elle est un peu construite en fait par notre propre esprit. Voilà pour les différents types de pratiques qu'on peut retrouver. Et donc là, je vais me concentrer sur les pratiques attentionnelles, et donc notamment les 2 dont je viens de parler. Donc l'attention focalisée, comme j'ai dit, qui peut être par exemple sur la respiration, observer sa respiration, mais aussi ça peut être les sensations du corps, ça peut être focalisé sur des sons, sur quelque chose de visuel, sur vos pensées, sur vos émotions. L'impératif ici, c'est qu'il y ait un objet en particulier
auquel on porte notre attention. Notre pratique, c'était la conscience ouverte, je trouve qu'il est bien schématisé par cette image ici, où l'attention ne va pas être focalisée sur un objet, elle va pouvoir être ouverte en fait, à tout ce qui va apparaître dans notre champ de conscience. Donc ça peut être effectivement la respiration, ça peut être différentes sensations du corps, ça peut être des pensées, des émotions, des stimuli extérieurs. Et ce qui est important ici, c'est effectivement là, de ne pas avoir concentré sur un objet en particulier, mais de ne pas non plus être distrait tout le temps, de ne pas enchaîner sans cesse entre plusieurs sensations, plusieurs expériences. C'est quand même de garder une qualité en fait, de l'attention, qui va juste prendre qu'est-ce qui arrive. Là, sur ma respiration, je sens une sensation dans mon pied peut-être, mes cheveux, j'entends un bruit, être présent un peu à tout ça en même temps. Alors, je trouve qu'il y a une métaphore qui est pas mal pour essayer de se visualiser, de comprendre un peu mieux ces deux pratiques. C'est d'imaginer la métaphore donc, de l'esprit océan, qui souvent est très agité, avec beaucoup de pensées, beaucoup d'émotions qui nous remuent. Et donc ici, l'attention focalisée va être une pratique qui va nous ancrer, comme une sorte d'ancre au fond de l'océan, qui va nous permettre que même si l'esprit est très agité, on a une sorte de point de repère où on peut revenir, qui va être par exemple la respiration. Et du coup, on va être moins agité, moins ballotté par ces vagues de l'esprit, ces vagues des pensées. La conscience ouverte, différemment, ça peut être un peu comme une sorte d'albatros qui va pouvoir passer au-dessus de l'océan, qui va voir du coup l'océan, qui va voir l'océan qui se déchaîne, l'esprit qui est très agité, qui va être aussi ballotté un peu par le vent, qui va sentir les embruns. Donc c'est comme ça être présent à cet esprit qui est très agité, mais ne pas se laisser emporter par lui en fait. Arriver à être mettre un peu de distance entre soi et son esprit très agité, ses pensées très agitées. Et donc la méditation qu'on appelle de pleine conscience, qui est un concept quand même assez récent, qui a été utilisé avant pour beaucoup de choses différentes, mais ici en fait elle est composée justement de ces deux types de pratiques, à la fois les pratiques focalisées, qu'on apprend souvent au début, pour entraîner son attention, être plus focus, et ensuite des pratiques plus ouvertes aussi, pour essayer d'arriver à gérer un peu tout ce qui se passe dans l'expérience. Parce qu'effectivement, il n'y a pas que la respiration qui se passe, il y a aussi des pensées, des émotions, des sensations, tout ça. Et des fois, on a aussi un peu de compassion qui est introduite. Ok, du coup, pour avoir peut-être un sens un peu plus pratique de qu'est-ce qui se passe en méditation, je vais vous proposer, si vous le souhaitez, vous n'êtes pas obligé de faire l'exercice, mais d'avoir un petit temps de méditation. Donc vous pouvez vous asseoir confortablement, essayez d'avoir le dos assez droit, c'est important. Et puis vous pouvez fermer vos yeux. Même si vous ne faites pas l'exercice, c'est bien que tout le monde ferme les yeux, comme ça on est tous au même point. Et je vais vous proposer de prendre quelques instants pour arriver, vous poser dans la pièce. Peut-être sentir le siège sur lequel vous êtes assis. Ressentir la présence des gens autour. Peut-être les bruits dans la salle, à l'extérieur. Et je vais vous proposer, si vous le souhaitez, de juste commencer à observer votre respiration. Peut-être sentir votre inspiration au niveau du nez, des narines. Sentir l'air qui rentre, puis qui sort à l'expiration. Vous pouvez juste observer le flux de l'air, tout simplement. Vous sentez aussi cet air qui passe dans votre gorge jusqu'à vos poumons. Peut-être que vous sentez votre poitrine se gonfler à l'inspiration, puis se vider à l'expiration.
dans le corps, peut-être que vous sentez aussi au niveau du ventre, le ventre qui se gonfle à l'inspiration, qui se vide à l'expiration. Que vous pouvez observer tout ce flux de la respiration, des narines, aux poumons, sentir le ventre aussi. Que des fois vous êtes distrait, vous allez avoir une pensée, être happé par un son extérieur. C'est pas grave, c'est normal. Vous pouvez juste essayer de revenir à la respiration. Revenir peut-être aux sensations particulières au niveau des narines, de la poitrine, du ventre. Ou essayer de prendre conscience de tout le mouvement de la respiration d'un coup. Ce mouvement perpétuel qui se répète et se répète encore. Vous allez pouvoir commencer à reprendre conscience un peu de votre corps, du reste de votre corps. Quelles sensations il y a? Sur quoi vous êtes assis? Est-ce que vous sentez la présence des autres autour? Des bruits dans la salle? Et tout doucement, quand vous le souhaitez, vous pouvez ouvrir les yeux. Prenez votre temps. Merci d'avoir essayé l'exercice. J'espère que je n'ai pas trop endormi. Ça ferait un petit reset pour le reste de la présentation. J'aime bien faire cet exercice parce que je trouve qu'en fait, c'est beaucoup plus simple après de présenter en fait le reste. Parce que là, vous l'avez vécu à la première personne et vous allez, je pense, clairement voir de quoi je parle. D'abord, on va parler justement de méditation de physiologie. Donc, qu'est-ce qui se passe dans le corps, notamment ce que je vous ai présenté là pas mal pendant cette pratique de respiration et aussi de la perception du corps. Donc, en termes de respiration, vous avez vu là que je vous ai juste indiqué d'observer votre respiration. Il n'y avait aucune indication de contrôle de la respiration. Il y a des pratiques où il y a un contrôle, donc par exemple dans les pratiques yogiques, pranayama, dans d'autres pratiques plus modernes comme la cohérence cardiaque ou d'autres où on essaie de contrôler la respiration. Ici en méditation, juste on l'observe. Mais ce qu'on a vu en fait, c'est même d'observer cette respiration, ou même de méditer en général, on va avoir un ralentissement de la respiration, qui va devenir plus lente, plus profonde. Et en fait, tout simplement, juste de faire ça, ça va avoir deux effets. Le premier, c'est que ça va inhiber le système nerveux qu'on appelle sympathique, qui en fait n'est pas si sympathique que ça. C'est le système qui nous prépare à l'action, qui va donc augmenter notre fréquence cardiaque, qui va activer notre corps pour avoir ce comportement de lutter ou fuir, en anglais fight or flight, le fait en fait de se préparer à un prédateur qui va attaquer, un ennemi qui nous attaque, et il faut réagir très rapidement. Et donc par cette respiration lente, on va inhiber ce système. Et au contraire, du coup, l'effet opposé, ça va être d'activer le système opposé, qui est le système nerveux parasympathique, qui lui au contraire va baisser la fréquence cardiaque, qui va permettre de nous relaxer, et qui en fait prépare à la digestion et aux fonctions de repos. Et donc en fait, rien qu'en commençant à méditer déjà, même si c'est forcément sur la respiration, avec ce ralentissement de la respiration, il va y avoir des effets déjà de relaxation dus à la méditation, qui ont été observés du coup dans beaucoup d'études différentes. Au niveau du corps,
Ce que je trouve intéressant, c'est que de plus en plus, maintenant, vous avez sûrement peut-être, certains d'entre vous ont une montre connectée où on a effectivement notre fréquence cardiaque, on a un indicateur de notre stress, notre pression peut-être artérielle, taux de respiration. Et en fait, moi, je me demande à chaque fois, mais pourquoi on utilise ça quand on a ça, en fait? On a déjà notre corps qui est relié par tout un système nerveux hyper complexe, qui est relié à tous nos organes, tous nos récepteurs sensoriels. On a déjà, en fait, un monitoring hyper fin, en fait, de tous nos signaux du corps. Et justement, en fait, la méditation, on peut le voir comme une sorte de dispositif de biofeedback, où en fait, en étant dans cette posture très précise, on a voilà, cette sorte de système qui permet de voir quand on n'est plus en fait présent à nous-mêmes. Donc vous avez vu, je vous ai dit, quand on a commencé à méditer, voilà, d'essayer d'avoir le dos droit, la colonne droite. Souvent aussi, on demande un peu de rentrer le menton. Donc on a une respiration plutôt par le nez. On peut avoir les yeux fermés ou semi-fermés. Et toutes ces différentes petites règles, en fait, vont créer un setting où le corps va servir voilà, de système de monitoring. Et dès qu'on va être un peu distrait, dès qu'on va partir de la méditation, on va le voir en fait. On va sentir que si on s'assoupit, notre dos va s'arrondir, on va peut-être perdre le contact avec la respiration, notre tête va s'affaisser. Et du coup, ça va permettre de nous donner des petits signaux. Si on observe bien le corps, on va voir que dès qu'on est distrait, le corps a changé de posture. Donc on peut vraiment se servir de ce corps comme un sorte de dispositif pour rester attentif. Et ce qu'on a vu effectivement, c'est que, alors d'abord peut-être vous dire qu'il n'y a pas que la posture de méditation classique en lotus. Vous l'avez vu, on a médité assis, il n'y a aucun problème, on peut méditer sur les genoux, il y a beaucoup de postures pour méditer. Mais toutes ont cet aspect de l'immobilité et d'une posture quand même qui a voilà, des guides un peu à rester droit avec la respiration par le nez. Ce qu'on a vu en fait scientifiquement, c'est que les méditants, effectivement, ils avaient une meilleure perception de leur respiration. Ils arrivent mieux à suivre leur cycle de respiration. Ils ont aussi une meilleure conscience corporelle, donc sensation de leur corps à la fois au niveau extérieur, mais aussi intérieur, ce qu'on appelle l'interoception. Donc sentir les processus internes, donc soit la respiration, notre digestion. Alors la fréquence cardiaque, c'est un point particulier. J'ai mis la dernière ligne ici. C'est qu'on a un résultat un peu contrasté. Certaines études, les méditants semblent percevoir un peu mieux leur fréquence cardiaque, et dans certaines autres, pas forcément. Et en fait, ça fait un peu de sens aussi parce qu'il n'y a quasiment aucune pratique méditative qui est concentrée sur les battements cardiaques. Donc c'est un signal qui est effectivement toujours présent, mais qui est assez dur en fait à percevoir. Et du coup, souvent, les pratiques méditatives sont plus sur la respiration. Donc c'est pour ça qu'on n'a peut-être pas un effet très fort sur cette fréquence cardiaque. Ok, maintenant je vais vous parler aussi d'attention, forcément. Donc à la fois des réseaux cérébraux impliqués et des effets à long terme. Donc pour ça, tout simplement, quand on veut savoir qu'est-ce qui se passe dans le cerveau quand les gens méditent, on fait une expérience qu'on appelle d'imagerie cérébrale, que vous connaissez, donc l'IRM, l'imagerie par résonance magnétique, une sorte de gros scanner en tube, où on peut voir, du coup, avoir des images du cerveau. Et donc des chercheurs ont juste demandé aux participants, quand ils étaient dans l'IRM, de méditer. Comme vous, ils ont médité sur la respiration, sur le souffle. Et ce qui est intéressant, c'est qu'ils ont appuyé sur un bouton à chaque fois qu'ils étaient distraits. Alors là, vous dites, voilà, ça fait beaucoup de fois, il faut beaucoup appuyer. Alors, pas forcément tout le temps non plus, mais vraiment, dès qu'ils sont aperçus qu'ils ont été distraits, ils appuient sur ce bouton. Donc, ce qui se passe, c'est qu'il y a un appui. Donc, on sait que c'est à ce moment-là qu'ils vont prendre conscience qu'ils étaient distraits. Et les chercheurs, comme ça, vont pouvoir remonter dans le temps. Ils vont dire, du coup, juste avant, c'est qu'ils étaient justement distraits. Ils étaient dans cette distraction. Encore avant, c'est qu'ils étaient focalisés sur l'objet, ici la respiration. Donc, ils ont une sorte de fonction de maintien du focus attentionnel. Et au contraire, après la prise de conscience, l'exercice c'est de revenir à la respiration. Donc ils vont faire ce retour de l'attention sur le souffle et maintenir le focus attentionnel sur le souffle. Donc ils avaient ces différentes périodes. Ils ont défini à peu près des périodes de 3 secondes, qui est assez arbitraire, et c'est une estimation, mais ça permet quand même déjà d'avoir différentes périodes pendant l'IRM où on peut revenir du coup et regarder quelle région du cerveau est activée pendant ces différents processus. Donc on a ce sorte de cycle attentionnel qui se passe pendant la méditation. Et donc si on démarre ici au niveau du maintien du focus, c'est sous-tendu par un réseau qu'on appelle le réseau exécutif, qui est plutôt en frontal, à l'avant du cerveau, et qui va permettre justement de faire toutes ces tâches de contrôle. Donc par exemple ici le contrôle attentionnel sur un objet. Ensuite, donc, les participants étaient distraits, c'est pas vraiment une fonction, juste ça arrive, des fois on est distrait, c'est normal. Ici c'est le réseau du mode par défaut qui est activé. Donc c'est un réseau, vous voyez, qui est composé de beaucoup d'aires différentes, à la fois en frontal, au milieu du cerveau, derrière aussi, et qui donc est activé
juste quand on est distrait, quand on fait rien de particulier, que notre esprit vagabonde un peu entre différentes pensées. Donc ensuite, les participants ont pris conscience de leur distraction, et ça c'est fait par deux régions en particulier, j'en parlerai après, l'insula et le cortex insulaire, qui est le réseau de la science, qui remarque en fait quand il y a quelque chose qui change dans notre expérience. Donc ici, par exemple, on était concentré sur le souffle, et ce réseau remarque, ah, là on n'est plus concentré, on est distrait par une pensée, par un son, par autre chose. Une fois qu'on en a pris conscience, du coup, on peut revenir à l'objet de la méditation, donc faire une sorte de réorientation attentionnelle. Et donc ça, c'est le réseau de désengagement et d'orientation de l'attention, que vous voyez ici aussi assez frontal et aussi un peu pariétal, à l'arrière du cerveau. Donc vous voyez, ouais, il y a tous ces réseaux qui sont impliqués quand on médite dans ce cycle attentionnel. Et c'est là qu'on dit souvent que la méditation, c'est un très bon entraînement donc attentionnel et qui vraiment entraîne le cerveau, parce qu'effectivement, toutes ces régions, tous ces réseaux sont activés quand on fait cet exercice de se concentrer sur un objet, la respiration, être distrait forcément, et revenir à notre méditation. Donc c'est un très bon entraînement. Maintenant, je vais aussi vous présenter un peu une expérience comportementale. Donc qu'est-ce qui se passe juste au niveau de l'attention? Est-ce que vraiment la méditation permet d'améliorer, entre guillemets, l'attention? Pour ça, il y a une tâche que je trouve assez drôle à faire, c'est la tâche de Stroop. Si vous ne la connaissez pas, c'est une tâche où il va falloir lire à voix haute la couleur du mot qui va être présenté. Alors c'est bien la couleur, pas le mot, pas le sens du mot, juste la couleur dans laquelle il est écrit. On peut le faire tous ensemble si vous voulez. Vous pouvez essayer de dire à voix haute. Vous êtes prêts? Rouge. Ok, là c'était assez facile normalement. C'est rouge écrit en rouge. Ok, le prochain, attention. Ok, il y a peut-être ça a pris un peu plus de temps peut-être. Parce qu'effectivement, l'information bleue qui arrive, on se dit, il y a un peu un conflit en fait. Ok, encore un autre. Ok, vous êtes un peu mieux entraîné, super. Donc, on peut en faire plein comme ça. Mais vous avez vu, je pense que effectivement, c'est plus dur quand la couleur et les mots ne correspondent pas. Il y a une sorte de conflit cognitif qui se passe. Et du coup, ce qu'on voit en fait scientifiquement, c'est que les participants du coup font plus d'erreurs et ou ont des réponses plus lentes justement pour ne pas faire d'erreurs. Et donc la vitesse à laquelle on arrive à faire cette tâche, ça permet de tester justement le niveau de contrôle attentionnel. À quel point on arrive à contrôler son attention pour se focaliser sur une seule information. Par exemple ici, la couleur du mot. Et donc maintenant, si on applique cette tâche à des méditants, donc pareil, c'est la même chose, ils ont plusieurs essais. Des fois, donc c'est congruent, la couleur et le mot correspondent. Des fois, c'est incongruent, une couleur et un mot qui a un sens différent. Et donc les participants répondent. Et on voit justement que les méditants, qui méditent depuis un petit moment, qui sont plus expérimentés, ils font moins d'erreurs que des sujets novices qui n'ont jamais médité. Et quand on fait, par exemple, on prend deux groupes, et à un, du coup, donc, vous voyez, avant de faire l'entraînement, on a un niveau qui est similaire. Donc ici, c'est le temps de réaction à la tâche, ou la différence de temps de réaction entre quand c'est congruent et incongruent. Et après un entraînement de méditation, vous voyez que le groupe ici enfoncé, l'interférence, donc le conflit, a diminué, donc ils sont meilleurs à faire la tâche, alors que le groupe contrôle, vous voyez, il n'y a pas de changement. Donc ce qui montre aussi que la méditation, elle semble justement améliorer ce contrôle attentionnel et diminuer ce conflit lié à la tâche de Stroop. Donc ça, c'est répliqué dans plusieurs études, et je vais vous montrer un peu une vue globale de tout ce qu'on a appris en fait sur l'attention, sur les processus attentionnels qui sont influencés par la méditation. Donc la première chose, c'est par exemple quand vous êtes distrait, ou même juste quand vous entendez quelque chose d'extérieur, un son, vous allez avoir un effet de vigilance. Si vous êtes bien vigilant, vous allez capter ces différents stimuli extérieurs qui vont arriver, à l'extérieur ou même aussi à l'intérieur de vous. Donc ça, c'est une des capacités attentionnelles qui est entraînée par la méditation. Ensuite, comme on l'a vu, souvent, en méditation, on veut réorienter son attention. Donc, pareil, ça, on l'a vu, au niveau cérébral, il y a les effets. Au niveau comportemental, quand on prend beaucoup de sujets, beaucoup d'études, il y a vraiment un effet de la méditation sur cette fonction de réorientation de l'attention. Il y a aussi un effet au niveau de la flexibilité. On arrive à être plus flexible dans son attention et par exemple à garder dans l'attention plusieurs objets différents ou à naviguer plus facilement entre plusieurs objets. Donc par exemple, ici, ça peut être différentes sensations au niveau du corps, dans différentes zones du corps. Un autre aspect, c'est la mise à jour. On arrive mieux à effectivement mettre à jour le contenu de l'attention. Par exemple, si on est sur une sensation, forcément, elle va varier au cours du temps, et on n'est pas bloqué sur notre mémoire de « Ah, la sensation elle était comme ça à ce moment ». On va sans cesse la mettre à jour, et du coup, c'est une sorte de réorientation continuelle de l'attention sur le même objet. Et enfin, une fonction qui est hyper importante aussi, c'est d'inhiber des choses qui, effectivement, ne sont pas dans notre focus attentionnel. Donc, par exemple, ici, ça peut être les pensées,
ou d'autres choses qu'on arrive justement à inhiber par ces pratiques méditatives. Alors ici, c'est bien d'éviter ici une incompréhension. La méditation, pour qu'on l'entend, c'est pas pour inhiber totalement les pensées et ne plus penser du tout. Déjà, c'est impossible. J'ai déjà essayé, si je vous dis ne pensez à rien, qu'est-ce qui se passe? Il y a plein de pensées qui vont débouler. Donc vraiment, la méditation, c'est pas pour ça. C'est pour arriver justement, en tout cas dans ce type de pratique où on est focalisé sur la respiration ou les sensations, c'est juste de voir qu'il y a une pensée, de voir que c'est une distraction et de revenir à ce qu'on était en train de faire, qui c'est la respiration. Mais en soi, les pensées sont toujours présentes. C'est pas un problème, c'est pas grave. Ok, et justement, là, on va essayer de penser un peu parler de pensée, surtout de distraction, et voir si parfois, effectivement, elle peut être un peu négative, qui sont des ruminations, et est-ce que la méditation peut aider à diminuer ça. Donc il y a ce qu'on appelle, ce que j'ai appelé avant distraction, ce qu'on peut aussi appeler vagabondage de l'esprit, ou en anglais mind wandering, c'est quand notre esprit part ailleurs. On sent des fois, on est perdu, on fait une sorte de rêve éveillé, et on s'est rendu compte qu'il y a quelques minutes qui sont passées, peut-être on a eu plein de pensées, on est parti un peu dans tous les sens, peut-être on s'est projeté sur le futur, on est revenu sur le passé. Et donc le rapport à la méditation, c'est que effectivement, la méditation, ça se passe aussi. Comme je vous ai dit, parfois, effectivement, on est pleinement conscient, et on n'a que ce qui se passe là, maintenant. Et parfois, en fait, notre esprit, il est plein de choses qui se passent maintenant, tout ce qu'on doit faire, tout ce qu'on a fait, tout ce processus un peu bouleversant. Et donc, des chercheurs se sont demandé, mais ce vagabondage de l'esprit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'on en a? Est-ce que c'est plutôt positif? Est-ce que c'est plutôt négatif? Et pour ça, ils ont demandé à des gens, aléatoirement dans la journée, ils leur ont envoyé un SMS ou par une application, ils leur demandaient comment vous vous sentez et qu'est-ce que vous êtes en train de faire. Donc les participants répondent, vous voyez que cette échelle-là, ça va de « ils se sentent très mal » à « ils se sentent très bien ». Et donc il y a beaucoup de choses différentes, donc je ne vais pas traduire, mais vous pouvez voir que la plupart du temps, on travaille. Bon, évidemment, c'est vécu comme un peu négatif, un peu moins bien, comparé à notre moyenne de comment on se sent dans la journée. Puis voilà, vous avez, on est en train d'aller au travail, de voyager, on écoute de la musique, etc. Et oui, ça commence à devenir positif, on est en train de lire, on prend soin de ses enfants, on écoute de la musique, on parle à des gens, etc. Ok, donc ça c'est intéressant. Et après, ils leur ont demandé, et pendant ce temps, est-ce que vous êtes aussi en train de penser à autre chose? Est-ce que vous êtes distrait? Et si vous êtes distrait, est-ce que c'est plutôt plaisant, neutre ou déplaisant? Et là, super intéressant, on est distrait la moitié du temps. Donc c'est quand même une grosse étude, là, sur 2000 personnes, donc c'est assez représentatif quand même de nous tous. Et effectivement, on est souvent distrait, en fait, quand on y pense. 46% du temps. Et surtout, encore plus fort, c'est que les gens étaient toujours, se sentaient moins bien, en quelque sorte plus malheureux, quand ils étaient distraits que quand ils étaient bien engagés dans l'activité qu'ils faisaient, quelle que soit l'activité. Donc ça donne un peu une idée de, effectivement, ces distractions, malheureusement, souvent, elles sont un peu négatives. Souvent, c'est des ruminations négatives. Alors, encore ici, un rappel, ça peut aussi être positif. Parfois, on peut être distrait, penser à des choses qui sont très bonnes. Parfois, ça peut être aussi un processus un peu créatif. Pour des artistes ou d'autres qui effectivement de laisser comme ça un peu l'esprit vagabonder, ça permet d'avoir des idées, de penser à beaucoup de choses, mais en moyenne, si on prend tout le monde, on voit que ça semble avoir un effet un peu délétère. Donc si on fait une sorte de petit modèle un peu des processus cognitifs à l'œuvre, on voit que pendant ce mind wandering, ce vagabondage, c'est comme si on avait un peu toutes les informations dans notre esprit qui bouchaient en fait, qui faisaient l'embouteillage. Donc que ce soit par exemple visuel, auditif, sensoriel, mais aussi des pensées, qui vont un peu s'embouteiller. Et on voit qu'aussi le temps de présence, en fait, il est très élargi. On est à la fois dans le passé, dans le futur, et donc ça crée un peu ce conflit. En méditation, quand on est en méditation focalisée, quand on n'est que sur une sensation, forcément, on essaie d'avoir qu'un objet à la conscience, et d'être présent, d'être présent dans un espace très restreint, sur le moment. Quand on est à conscience ouverte, il va y aussi avoir toutes ces différentes stimulations, qui peuvent être des sensations, des pensées, mais vous voyez qu'elles sont un peu plus distinctes. On arrive à mieux les distinguer. Et donc c'est ça qui amène la méditation, c'est d'avoir cette distinction et plus cette espèce d'embouteillage de l'esprit, tout en même temps. Et vous voyez que pareil que la distance de présence, en fait, elle est aussi réduite. On est vraiment plus sur l'instant présent et on se projette moins dans le passé ou dans le futur. Et du coup, l'idée, c'est qu'en fait, par la méditation, par ce type de pratique, on arrive justement à limiter un peu cet effet de vagabondage où l'esprit est très embouteillé. Et donc, des chercheurs ont montré ça, en fait, que quand on demande à des experts en méditation ou à des novices de rapporter,
Donc s'ils sont en train de méditer ou ils sont en train d'être distraits sur le moment, donc ils leur demandent de méditer, en fait, et de temps en temps, ils leur disent « Ah, là, vous êtes en train de faire quoi ?» C'est assez embêtant quand on médite, mais les gens répondent, et vous voyez que les experts en méditation, la plupart du temps, effectivement, ils méditent, et de temps en temps, quand ils sont distraits, c'est normal aussi d'avoir des pensées. Et pour les novices, ils passent plus de temps en étant distraits qu'en étant en train de méditer. Ce qui est typique, en fait, quand vous commencez à méditer, s'il y en a pour lesquels c'est récent, vous voyez que oui, souvent on est distrait, et c'est pas grave, c'est le processus. Mais du coup, il semble qu'en méditant, à force de méditer, on arrive à diminuer ces distractions, ce vagabondage de l'esprit. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que on peut se dire, est-ce que ça a aussi des effets sur le cerveau? Et comme je vous l'ai dit avant, la distraction, quand on est distrait, quand on a ce vagabondage, on a le réseau du mode par défaut qui est activé. Donc là, je vous mets un peu en détail les différentes aires, pas besoin de trop retenir, mais vous voyez, il y a à la fois du préfrontal, cortex singulaire ici au milieu, cortex pariétal, cortex temporal, il y a beaucoup de régions qui sont impliquées, et surtout, elles sont très très connectées entre elles. Vous voyez ici, toutes les connexions. Et maintenant, on va juste, pareil, faire une expérience où on va regarder, chez les méditants, est-ce que ce réseau est plus ou moins engagé? Et ce qu'on voit effectivement, c'est que ce réseau par défaut, il est moins engagé chez les méditants ou méditantes experts, qui ont passé du coup beaucoup de temps à méditer dans leur vie. Donc il ira notamment au niveau du cortex préfrontal et du cortex singulaire, qui sont les deux principales régions de ce réseau. Et il voit que dans plusieurs types de méditation, que ce soit la conscience sans choix, qui est un peu une conscience ouverte, une mission de bienveillance ou une mission de concentration, à chaque fois, ces deux aires sont moins engagées, moins activées chez les méditants que chez les sujets contrôle. Donc il semble vraiment qu'à la fois les gens reportent qu'ils sont effectivement moins distraits, les méditants, mais vraiment il y a un effet vraiment au niveau de leur cerveau aussi. Ce réseau est moins engagé. Voilà. Ok, donc maintenant on va passer un peu à la dernière partie de la présentation, qui sont plus les applications cliniques. Et notamment, donc, je vais parler de thérapie à base de pleine conscience. Donc, je vais parler un tout petit peu au début. Pour ceux qui n'ont jamais entendu parler, ça nous vient de ce monsieur ici, John Kabat-Zinn, qui est un docteur en biologie aux États-Unis, qui est aussi professeur de médecine, et qui avait une pratique personnelle de méditation zen, vipassana, dans les années 1970. Et du coup, il s'est dit, je vais peut-être essayer d'appliquer ça à mes patients. Et ce qu'il a fait, du coup, il a créé ce programme, Mindfulness Stress Based Reduction, MBSR, qui est du coup, sont traduits donc thérapie de réduction du stress basée sur la pleine conscience, qui est du coup un protocole standardisé, donc c'est toujours le même. Il dure 8 semaines, et donc il y a des pratiques de méditation qui sont issues du bouddhisme et du yoga, mais qui sont présentées de manière parfaitement laïque. Il n'y a aucun contenu religieux, aucune rite à faire, aucune prière. C'est vraiment purement la pratique, comme on l'a vu avant, de se concentrer sur ta respiration, sur les émotions. Donc lui, il a appelé ce terme pleine conscience, qui était déjà un peu présent avant, mais il a un peu défini précisément, qui est de porter son attention délibérément au moment présent et sans jugement. Donc il y a plusieurs aspects ici. Il y a le fait de ce côté attentionnel, qu'on porte son attention, on le fait volontairement. C'est pas juste, on laisse pas l'esprit aller n'importe où, c'est nous qui choisissons. Il y a aussi une espèce de prise de conscience, qu'est-ce qui se passe sur le moment, au moment présent. Et très important, le sans jugement, c'est l'acceptation en fait. N'importe qu'est-ce qui est en train de se passer, on essaie de l'accepter comme c'est. Donc ce programme, je commence à le dire, mais voilà, c'est 8 semaines, c'est des séances en groupe, une séance par semaine en groupe de 2h30, et des exercices quotidiens, donc à peu près 45 minutes d'exercice chaque jour pendant 8 semaines. Et à la fin, il y a aussi une journée entière où les gens méditent, qui est aussi un bon moment pour renforcer la pratique, se retrouver en groupe et avancer vers la suite. Et donc Kabat-Zinn et ses collègues ont montré, donc au début ils ont appliqué la gestion de la douleur chronique, avec des effets dont je reparlerai juste un peu après, qui sont déjà assez intéressants. Et puis après, ça a été utilisé pour diverses pathologies, donc la rechute en dépression, l'anxiété, l'addiction, voilà, tout ce que vous voyez ici. Donc il y a plusieurs pratiques thérapies qui ont été issues de ça. Donc vous voyez le MBSR dont on a parlé, c'est issu à la fois donc, des pratiques bouddhistes, yogiques, mais aussi de ce qu'on sait, nous en sciences actuellement, de la physiologie du stress. Ça a donné ce qu'on appelle en général les mindfulness-based interventions, donc toutes les interventions qui sont basées sur la pleine conscience, qui peut être de compassion, qui peut être appliquée peut-être plus aux troubles de l'alimentation, aux troubles anxieux, etc. Il y a aussi un autre programme qui a été créé, c'est Mindfulness-Based Cognitive Therapy, qui lui s'inspire de ce qu'on connaissait déjà en psychologie, des thérapies cognitives et comportementales, qui est donc un peu plus récente et qui a été appliquée plutôt à la dépression avec pareil des effets très très prometteurs. Justement, donc, est-ce que vraiment ce type de thérapie, est-ce que ça a des effets? Est-ce que c'est efficace? Donc pour ça, donc, il y a une étude de 2019 assez récente qui a regardé pour
plusieurs pathologies, donc ici la dépression, l'anxiété, la douleur, plutôt la douleur chronique et les addictions, et par rapport à plusieurs contrôles. Donc soit on compare à pas de traitement, est-ce que juste de faire ce programme, est-ce que c'est bon, mauvais? Ça pourrait être mauvais, ça pourrait être pire. Par rapport à un contrôle actif, donc par exemple de faire de l'exercice physique, d'être dans un groupe de lecture, un groupe de partage, est-ce que ça a un effet par rapport à ça? Et enfin, est-ce que ça a un effet par rapport à ce qu'on appelle le gold standard, donc vraiment les traitements de référence? Par exemple, pour la dépression, ça va être des antidépresseurs, des thérapies comportementales. Est-ce que ça a un effet par rapport à ça? Et à chaque fois, on va regarder la taille d'effet. Donc si c'est plus positif, c'est mieux, c'est que ça a un bon effet par rapport à ces traitements. Si c'est autour de 0, c'est que ça n'a pas d'effet. C'est pareil en tout cas. C'est le même effet que d'autres traitements. Et si c'est en dessous, du coup, c'est que non, c'est un effet plus délétère comparé à d'autres choses. Donc vous voyez que par rapport à pas de traitement, c'est toujours mieux. Dans tous les cas, si vous mettez, ça ne peut pas vous faire de mal. Ça fera que du bien pour ces différents types de pathologies. Par rapport à un contrôle actif, on voit que c'est aussi efficace pour l'anxiété et la douleur. Et par contre, pour la dépression et l'addiction, ces pratiques basées sur la pleine conscience semblent plus efficaces. Et enfin, par rapport au traitement de référence, on voit que c'est aussi efficace pour la dépression et l'anxiété que des choses qui sont utilisées de manière médicale, des antidépresseurs, ou des thérapies cognitives qui sont aussi basées dans les manuels de psychiatrie, comme les traitements de référence qu'on utilise d'habitude. Donc c'est quelque chose d'assez bien de se dire qu'effectivement des pratiques comme ça, qui sont souvent pas forcément totalement gratuites, mais faciles en tout cas à donner aux gens, peuvent avoir des effets aussi forts que des traitements pas plus chers ou plus durs à accéder. Ok. Maintenant, pour finir, avant de laisser poser des questions, je vais vous parler un peu de la douleur et comment justement la méditation va permettre un peu de gérer la douleur. C'est un peu ce que je travaille pendant ma thèse. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est la douleur? Je vais aller un peu vite sur ça. Mais donc on a cette définition scientifique d'une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable qui est associée ou qui ressemble celle associée à une lésion tissulaire, qui peut être réelle ou potentielle. Donc en gros, c'est quelque chose qui effectivement est désagréable et lié à une lésion donc au niveau de notre corps, mais une lésion qui n'est forcément pas encore présente, ou même ne peut pas être présente. Ça peut être juste la peur d'avoir cette lésion peut entraîner de la douleur. Et ils ajoutent donc que ça peut être influencé par des facteurs biologiques, psychologiques, sociaux. Donc cette définition elle diverge un peu de la définition basique qu'on connaît de Descartes, que la douleur, c'est la sensation. C'est une sensation d'une douleur. Ici, eux, ils prennent vraiment la distance avec cette définition, en disant que non, en fait, ce que Descartes lui nommait, c'était plutôt la nociception. Le fait qu'on a des récepteurs qui nous disent « Ah là, c'est brûlant, il faut enlever sa main ». Mais en fait, on peut avoir de la douleur sans stimulation de ces récepteurs. Et au contraire, parfois, ces récepteurs sont stimulés et on peut ne pas avoir mal. Quand vous êtes en train de faire du sport, quelque chose d'assez physique, en fait, vos récepteurs ils sont déjà activés et vous êtes dans un contexte où ça ne provoque pas de douleur chez vous. Donc c'est important, je pense, de distinguer ça. Maintenant, présenté depuis le point de vue de la psychologie bouddhiste, il y a cette citation intéressante d'un des textes bouddhistes de référence, le Pali Canon, qui nous dit que lorsqu'il est touché par un sentiment de douleur, l'homme ordinaire, non instruit à la méditation, il se désole, il se plaint, il se lamente, il se frappe la poitrine, il devient désemparé. Du coup, il ressent deux douleurs, physique et mentale. C'est comme si on tirait une flèche sur un homme et que juste après, on lui en tirait une autre, de sorte qu'il ressent la douleur de deux flèches. Donc il y a cette idée qu'il y a à la fois la douleur physique, donc effectivement quelque chose qui vous fait mal, et après il y a ce que vous en faites en fait. C'est comment vous exacerbez la douleur, par le ressentiment, par « ah c'était affreux, ça va jamais finir », une espèce de catastrophisation de la douleur qu'on peut avoir. Et je trouve que l'image des deux flèches est assez forte ici. Il y a une première flèche qui fait déjà mal, et on reprend une deuxième flèche dessus qui est encore pire. Et donc le texte continue en disant que justement celui qui est entré dans la méditation, il ressent qu'une seule douleur, que la douleur physique, et il n'a pas tout ce ressentiment qui vient après. Il ne résiste pas justement au sentiment douloureux qui est là, qui est présent. Si on fait un peu le rapport avec la douleur chronique, donc, si vous connaissez peut-être, c'est une douleur qui persiste au-delà de la phase de guérison, qui est très handicapante. Il y a plusieurs facteurs, effectivement, physiques, psychologiques, sociaux. Et ça touche une bonne proportion des adultes, nous en fait. 20% des adultes américains, peut-être 30% en France, chez les enfants aussi. Et ça a un coût exorbitant en fait. Donc vous voyez, les coûts liés à la douleur dans le système de santé américain, c'est autant que les coûts liés aux maladies cardiaques, au cancer et au diabète. Et c'est aussi lié à l'addiction aux opioïdes. Donc c'est un problème quand même majeur de société. Et on ne sait pas trop en fait qu'est-ce qui se passe dans ces douleurs chroniques. Souvent elles sont résistantes au traitement, on ne sait pas trop quoi en faire.
Et donc justement, ce fameux Kabat-Zinn a eu l'idée d'appliquer la méditation de pleine conscience à ce type de douleur. Donc il a pris 50 patients dans la première étude, et il a vu qu'après ce programme que je vous ai présenté, MBSR, la moitié avait leur douleur réduite de plus de 50%, qui est déjà super bien, et plus de la moitié avait des améliorations dans leur humeur et leur état psychique. Donc même s'ils avaient encore de la douleur, ils le vivaient mieux en fait, ils vivaient mieux avec cette douleur. Ils ont répliqué ça dans plusieurs études, et une de leurs hypothèses justement, c'est que cette méditation permettrait un découplage des dimensions sensorielles et affectives de la douleur. Qu'on a vu ces deux flèches. Donc la douleur sensorielle est toujours là, c'est impossible de l'enlever, elle sera toujours présente, et c'est bien pour nous, en fait, c'est vital de sentir la douleur. Par contre, ce qu'on a fait après, comment ça nous affecte émotionnellement, ça on peut le gérer, et ce serait possible avec ces pratiques de méditation. Donc si on regarde une revue de la littérature, donc maintenant, récemment, donc plus de 40 ans après les premières études de Kabat-Zinn, donc ici vous voyez chaque étude, chaque trait c'est une étude, et donc si ça croise la ligne de milieu ici, c'est que ça n'a pas vraiment d'effet, si c'est au-dessus, c'est que c'est un effet positif. Vous voyez, si on regarde au total, à la fin, en fait, il y a un petit effet sur la douleur chronique qui n'est pas forcément très gros, et surtout ce que relèvent les auteurs, c'est qu'on manque encore d'études. Il nous faudrait plus d'études, et surtout des études plus rigoureuses, de meilleure qualité. Là, on a des effets plus forts, c'est justement pour ce que j'ai dit, ce qui est lié à l'affect, aux émotions. Donc, ça va permettre de réduire la dépression chez ces douloureux chroniques et améliorer leur qualité de vie mentale. Donc, ce qu'ils recommandent, effectivement, c'est de faire plus d'études et plus rigoureuses pour avoir un résultat final fiable. Alors, j'ai pris une partie sur les mécanismes d'action au niveau psychologique, mais je pense qu'on va la passer. Et je dirais que si vous avez des questions après sur ça, on peut y revenir dessus. Parce que le temps commence à passer, j'aimerais pas déjà dépasser du programme. Tac. Et donc les points à retenir que j'aimerais que vous reteniez aujourd'hui, c'est que déjà les pratiques méditatives, elles sont anciennes, et ça fait déjà très longtemps, et très nombreuses. Il y a beaucoup de pratiques différentes, il n'y en a pas qu'une seule. Donc chacun peut un peu aussi trouver la pratique qui lui parle. Et de ne pas confondre les moyens, donc régulation de l'attention, de l'émotion, et la finalité qui est d'obtenir un bien-être. De juste faire de la méditation purement pour s'entraîner à l'attention, ça n'a pas vraiment d'intérêt en soi. Il y a des effets physiologiques à la méditation, on l'a vu, donc le ralentissement de la respiration, qui va activer le système de relaxation, et aussi une meilleure conscience corporelle. Des effets au niveau de l'attention, on a vu le baisse de ce vagabondage de l'esprit, et baisse de l'activité du réseau par défaut, en même temps. Des applications cliniques, on vient de le voir, c'est efficace en particulier pour la dépression et les addictions, mais c'était aussi assez efficace pour la douleur chronique et les anxiétés, et d'autres pathologies aussi. Et enfin, donc, la réduction de la douleur, dont je n'ai pas trop parlé, on a vu que l'efficacité est un peu ambiguë. Et en mécanisme, du coup, il y a ce que j'ai parlé un peu, ce découplage sensoriel affectif. Et je ne voulais pas présenter, mais il faut se rappeler aussi que la méditation, parfois on entend « Ah, mais c'est comme un placebo ». On vous dit que vous n'allez pas avoir mal, et du coup, cognitivement, ça fait un effet comme placebo, vous avez pas mal. En fait, non, on montre par des études que c'est différent de l'effet placebo. Vraiment, cérébralement, les régions activées ne sont pas les mêmes que pendant un effet placebo. C'est important aussi à savoir. Voilà. Merci beaucoup du coup à mon laboratoire, là où je suis, mes collaborateurs, et au forum, et, voilà, et à vous aussi d'avoir écouté. Merci. Merci beaucoup pour cette excellente présentation. Merci. Et démonstration de vulgarisation scientifique très bien exécutée. On a 5 minutes pour des questions. Et après, on accueillera Gabriela Rezende qui parlera du côté de l'aspect un peu plus développemental de l'utilisation de la méditation chez les enfants et de son rôle dans le développement. Donc voilà, on a 5 minutes pour des questions. On a des bénévoles qui ont des micros et qui pourront passer, lever la main. Il y en a une là-bas. Oui, je pense que c'est bon. Oui, il faut le micro là-bas. Ah, pardon. Très bien. Juste là. Bonjour, merci pour votre présentation. Moi, je vais demander d'un côté très pratique sur l'adhésion du patient douloureux à la perception de ses propres émotions, qui ne sont pas forcément très agréables, autant au niveau des sensations que des émotions. Est-ce que vous avez, peut-être dans vos travaux, déjà investigué cette idée-là des freins ou des barrières? Est-ce que certains patients sont plus sujets à être propices à la méditation que d'autres? Merci. Ouais, super question. Alors, je ne suis pas clinicien, du coup... Je vais parler un peu avec ce que je sais de loin. Mais effectivement, tout le monde est différent et certains vont moins bien réagir à la méditation. Et justement, souvent, il y a cet aspect où on va regarder qu'est-ce qui se passe en fait, en termes de douleur. Alors, il y a ce côté vraiment d'acceptation qui vient aussi et qui n'est pas instantané. Hein. C'est pas on vous dit d'accepter la douleur comme elle est et c'est parti. Mais ce qu'on voit, sur ces études, vous voyez qu'à force, sur la plupart des patients, il y a quand même un effet où ça permet de mieux accepter la douleur qui est présente dans tous les cas. Et dans cette fois, ça peut avoir un effet aussi de
rétroactif, dans le sens où quand la douleur chronique, c'est beaucoup aussi de catastrophisation, c'est qu'on commence à avoir cette douleur et on continue à y penser, ça devient de pire en pire, ça nous influe aussi socialement, on commence à être déprimé, à pas apprécier du coup sortir parce que ça nous fait mal aussi. Et donc en améliorant un peu cette qualité de vie, on arrive quelquefois justement à rétroactivement aussi à diminuer cette douleur qui souvent n'a pas vraiment de cause réelle tissulaire, quoi. Ah, il y a une question ici. devant. Bah, je peux... Devant. Oui, bonjour à tous, merci pour cette présentation. Je me demandais, parce que dans les diapositives que vous avez présentées, il n'y avait pas d'indication concernant l'âge. Voilà, est-ce que vous pourriez parler un peu, je ne sais pas, de la capacité à méditer chez l'enfant, chez l'adulte? Est-ce qu'il y a une transformation au moment de l'âge adulte? Alors, c'est pas du tout mon domaine. Chez les enfants... Ah voilà, c'est bon. Que les thérapies basées sur le pleine conscience qui sont appliquées aux adolescents, qui peuvent avoir des effets, effectivement. Chez les étudiants, c'est assez bien démontré aussi, qui sont souvent assez réceptifs. Ce qu'on voit surtout, c'est plutôt en fait, avec un âge avancé. Donc, il y a une étude par mon directeur de thèse, Antoine Lutz, et Gaël Chetla à Caen, qui a pris des personnes âgées, seniors, qui les a mis à méditer pendant 18 mois, un programme de 18 mois, qui est un des plus longs programmes qui a été fait. Et donc, soit ça, soit un entraînement à l'anglais, donc une langue étrangère, qui stimule en fait aussi cognitivement. Et ce qui semble montrer, en fait, il n'y a pas beaucoup de résultats qui sont sortis encore, mais c'est qu'il n'y a pas tellement de différence en fait entre le fait de méditer et d'avoir un autre type d'entraînement en fait qui est aussi, on se retrouve en groupe, on fait quelque chose en fait. Rien que le fait en fait de faire quelque chose, ça a des bienfaits cognitifs. Et donc il y a peut-être cette idée aussi que il faut peut-être pas commencer trop tard non plus. Le cerveau est malléable jusqu'à un certain point, et du coup effectivement, c'est un peu comme tout. Plus on commence tôt, plus on peut avoir les bienfaits. Ouais. Je ne sais pas si on a le temps pour toutes les questions. Bonjour. Deux minutes, ouais. C'était juste pour savoir s'il y avait une durée optimale au minimum pour la méditation journalière. Journalière, je pense ouais, ça dépend un peu de tout le monde. Souvent, ce que vous disent les instructeurs, les enseignants, c'est ouais, un peu c'est mieux que rien, quoi. Même 5 minutes, 10 minutes, c'est bien si vous n'avez pas le temps. Je ne pourrais pas donner vraiment de conseils particuliers. Je pense que ça dépend du niveau d'avancement aussi de chacun. Il y en a qui, effectivement, dans leur pratique, c'est 1 heure, peut-être même 2 heures, 1 heure le matin, 1 heure le soir. Je pense que si on veut commencer, vraiment le plus... Sinon, moins de 5 minutes, peut-être que ce n'est pas très efficace, moins de 5 minutes, mais 5, 10, 20 minutes, je pense que c'est très bien. Merci pour votre présentation. Ma question rejoint un peu la précédente. Est-ce qu'on sait combien de séances ou combien de temps de pratique est nécessaire pour observer des effets sur les fonctions exécutives? Merci, ouais, super question. On voit en fait avec les programmes de 8 semaines ici, de thérapie basée sur la pleine conscience, on commence déjà à avoir des effets, par exemple sur les fonctions cognitives, je n'ai pas présenté en particulier, mais sur les fonctions attentionnelles, on peut avoir déjà des effets. Forcément après, plus vous en faites, mieux c'est. Alors ce qui est intéressant, c'est qu'il y avait une étude assez vieille qui disait que même après ces programmes de 8 semaines, il y avait déjà des modifications dans la structure cérébrale. Donc vraiment, on commençait à modifier notre cerveau après 8 semaines. Et c'est un résultat qui était un peu... On ne savait pas trop quoi en faire, parce que 8 semaines, c'est court quand même, pour changer vraiment le cerveau. On peut changer la plasticité, comment les différentes zones sont activées, mais de là à changer la structure. Et donc très récemment, il y a une grosse étude parue dans Science, donc une grosse publication, qui montre que non, il n'y aurait pas d'effet en fait après 8 semaines de méditation sur la structure du cerveau. Il peut y avoir d'autres effets sur effectivement le comportement, l'attention, mais 8 semaines c'est un peu court pour commencer à modifier la structure du cerveau. Et donc ouais, il faut y aller un peu plus long, quoi. Merci beaucoup. Je crois que c'est tout le temps qu'on a pour les questions pour l'instant. Donc merci beaucoup Arnaud.